Salut à tous, bienvenue entre deux virages. Vous découvrez un nouveau concept là aujourd'hui. Je suis en compagnie de Philoche. Philoche, comment est-ce que tu vas? Ça va très bien. Et toi? Bon, alors vous verrez, souvent on va se passer le micro, comme ça. Oui, il a essayé de l'attraper. Parce qu'on n'a pas encore le budget pour avoir deux micros. Mais ça va venir très vite, les gars. Ouais, en fait, pour l'instant, bon, je pense que vous avez pu voir quelques vidéos sur TikTok. Si jamais vous nous suivez sur TikTok et Instagram, ça s'appelle Entre deux virages. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre et à regarder les petits shorts qu'on a fait dessus. On a essayé de vous expliquer et de vulgariser un peu la présentation des équipes pour la saison 2025. Et en fait, là, on va vraiment en fait vous faire le format qu'on souhaitait faire depuis le début, c'est-à-dire débriefer des grands prix de MotoGP. Ça nous fait vraiment très plaisir tous les deux de pouvoir faire ces vidéos-là, parce que c'est vraiment le concept qu'on avait où on veut juste parler tranquille entre deux potes qui veulent juste débriefer du MotoGP et voir avec vous si c'est un concept qui déjà peut vous plaire. N'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser des commentaires si c'est quelque chose que vous voulez revoir et d'avoir un format long que vous pouvez aussi arriver, pourquoi pas, à écouter en podcast. Ça peut être une bonne solution et une bonne idée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une des plus grandes nouvelles de l'année. En tant que fan de MotoGP, la saison a enfin repris. Putain, les gars, la saison 2025, on l'attend depuis déjà quelques mois. Avec tout ce qui s'est passé, un peu comme un mercato de football. Ouais. Il y a beaucoup de changements de pilotes, changements d'écurie, changements un petit peu de réglementation aussi, mais qui vont plutôt arriver en 2026. C'est aussi pour ça que, comme disait Thomas, voilà, on a présenté toutes les écuries, mais là, enfin, voilà, on va vous parler du Grand Prix de Thaïlande de 2025, le Grand Prix de Buriram. Alors, comme vous pouvez voir, voilà, comme on a dit, hein, on se passe le micro parce que bon, pour l'instant le budget est un peu serré, mais en fait, on va vous du coup présenter le concept qu'on va créer là ici. L'idée, en fait, c'est que ça va s'appeler le rapporteur. En fait, on va prendre 5 faits marquants pour nous sur la course du Grand Prix de Thaïlande, là en l'occurrence, mais ça va être sur tous les Grands Prix de la saison. Et on va parler, débattre, donner notre avis sur justement ces 5 faits qui pour nous ont été importants pendant la course. Donc l'idée, c'est qu'en fait, pourquoi on appelait ça le rapporteur? Parce que ces 5 faits vont être dans chaque catégorie. Et la catégorie, en fait, va être un degré d'inclinaison qui est présent en MotoGP. Il y a un degré d'inclinaison maximum qui a existé, qui a été fait par Marc Marquez, qui est le degré 70,8 degrés. Donc, pour vous dire, on va commencer par le 71e degré, le degré de la chute. Alors, peut-être qu'avant peut-être qu'avant de commencer par le degré de la chute, le 71e degré, on peut parler peut-être du ressenti de la course. Ouais. Un petit peu ce qui s'est passé, ce à quoi on s'attendait, ce à quoi on s'attendait pas. Je vais commencer. Alors, comme je disais tout à l'heure, magnifique. Ça fait des mois qu'on attend le Grand Prix de Thaïlande. Ça fait des mois qu'on est sur les starting blocks. Donc, évidemment que c'était un Grand Prix magnifique. Et quand je parle de Grand Prix, je parle de tout le week-end. Attention, pas seulement de la course du dimanche. On avait beaucoup d'attentes pour beaucoup d'équipes. On avait envie de voir de la surprise de certaines équipes, notamment les équipes japonaises qui ont beaucoup de mal depuis certaines années. Et on voulait voir si la suprématie italienne, donc Ducati et Aprilia, était toujours là ou pas. Pour moi, ça a été un Grand Prix qui annonce la couleur. Et on le verra, je pense, sur les prochains faits. Ça annonce la couleur parce que on est surpris, on est satisfait par certaines écuries, par certains pilotes. Mais voilà, on sait qu'il y a quand même pas mal de travail à faire encore sur une saison, sur un nombre de courses incalculable. Il y a les sprints et il y a les grands prix. Ouais, c'est clair. Franchement, je suis un peu pareil que toi. J'ai eu un peu ce même ressenti. Déjà, pour ceux qui ont pu regarder ça, il y avait les essais du coup de Sepang et aussi de Buriram qui étaient présents juste avant le Grand Prix. Et je trouve que même il y a eu aussi une belle hype qui a été amenée sur la saison 2025 avec la présentation aussi de toutes les écuries par MotoGP, par la Dorna en Thaïlande. Et franchement, ça a amené sur quelque chose de
bien positif en tout cas, je trouve. Il y a eu vraiment de l'engouement sur Marc Marquez, Bagnaia, sur plein de changements en termes de position, en termes d'écurie, que ce soit au niveau des pilotes, les pilotes qui ont changé d'écurie, etc. C'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont arrivées cette année. Et c'est vrai que Buriram, c'est déjà un très bon Grand Prix pour ce début de saison, notamment avec les chaleurs, la chaleur de Buriram dont on va parler, je pense, un peu plus tard, mais qui est assez impactante par rapport à ça, en tout cas. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, pas forcément d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il faisait très chaud à Buriram. Alors, ce qu'on vous a pas dit aussi, c'est que là, on va essayer de filmer d'une traite, sans cut, donc c'est vraiment freestyle. C'est un débrief comme on aime les faire avec Thomas. Ouais, exactement. En fait, l'idée, c'est que vous puissiez l'écouter de façon un peu comme une vidéo que vous écoutez en fond. Ou alors aussi en podcast. On va essayer de voir si on peut publier ça en podcast, pourquoi pas. Mais voilà, on va essayer quand même de mettre quelques illustrations, pourquoi pas aussi en vidéo. Donc il y a toujours quand même un intérêt à ce que vous nous voyez en vidéo, parce que on va essayer d'illustrer ce qu'on dit quand même. Mais en tout cas, voilà, c'est de l'audio et de la vidéo. Tout ce qui est regroupé. Bon, on va commencer par parler du coup de notre 71e degré. Le degré de la chute, si ça te va, Philoche. T'es ok? Ouais, ça te va? Ok, c'est parti. Donc du coup, ouais, effectivement, comme on disait, 71e degré. En parlant de degrés, on peut déjà commencer à parler de la chaleur de la Thaïlande, hein, comme on disait. Hein. C'est vrai que quand moi, en tout cas, j'ai regardé la sprint, les qualifs ou la course, j'ai vu les pilotes vraiment en sueur. C'était assez impressionnant. Je sais pas ce que t'en penses, toi, de ton côté. Oui, effectivement, normalement, le circuit de Buriram, c'est un circuit qui arrive un petit peu plus tard dans le calendrier. Cette année, ils ont décidé de faire ce Grand Prix comme le premier Grand Prix de la saison. Mais malheureusement, voilà, les chaleurs étaient écrasantes. Le problème, quand il fait très chaud sur un circuit, c'est que les performances des pilotes sont un peu moins bien que d'habitude. C'est-à-dire que, alors déjà, ils sont très chauds, ils ont très chaud, pardon, et ils sont plus fatigués. Mais surtout, c'est la dégradation des pneus. Le pneu est chaud, plus le pneu va se détériorer. Il y a vraiment une fourchette, il y a une fenêtre de chaleur dans laquelle le pneu doit évoluer pour bien performer. Et ça, d'après Michelin, qui équipe toutes les MotoGP. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant parce que on les met, donc ces pilotes de MotoGP, dans des conditions très difficiles dès le début, sur des bécanes qu'ils connaissent à peine, même avec les essais qui ont eu lieu quelques jours plus tôt. C'est clair qu'en plus, il y a même eu des rookies qui sont arrivés en MotoGP, donc ils découvrent aussi leur moto. Alors, ils ont pu les découvrir par le biais des essais, mais c'est pas simple à appréhender comme premier Grand Prix. Hein. Franchement, entre gérer ces pneus qui peuvent se dégrader rapidement, la pression aussi des pneus, qui est aussi quelque chose aussi à prendre en compte, on en reparlera plus tard. Mais c'est vrai que parler de ça, plus la chaleur, plus aussi pour certains leur Grand Prix à la maison, je pense notamment à Sam Kachentra, qui est rookie, son premier Grand Prix en MotoGP, c'est en Thaïlande, chez lui, etc. La pression, elle doit être folle pour le pilote. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Bon, en tout cas, aucun n'a fait de malaise ou quoi que ce soit. Ça va, c'est ce qui est assez rassurant, on va dire quand même. Parce que bon, j'ai déjà vu, moi qui suis aussi fan de Formule 1, j'ai déjà vu au Grand Prix du Qatar en Formule 1 des pilotes vomir à la fin du Grand Prix. Là, ça avait pas l'air d'être le cas. Ou même abandonner le Grand Prix. Hein. Voilà, donc bon voilà, et ça c'est déjà arrivé. Donc là, faut dire que c'est des vrais guerriers quand même, hein, ces pilotes. Hein. Franchement, pour affronter tout ça, j'ai déjà roulé sur une piste en été avec un cuir. Je peux dire que juste ici dans le sud de la France, j'avais bien chaud. Hein. Ça, je vais pas dire le contraire. J'étais bien en sueur le soir en rentrant à la maison. Les bons bacs de glace, etc. Pour eux, ça devait être quelque chose. Donc ouais, en tout cas, voilà. La Thaïlande, c'est aussi un pays qui est en pleine hype au niveau du MotoGP. Hein. C'est vrai que la Dorna, le MotoGP cherche à vraiment développer un peu partout en Asie. Et la Thaïlande est un peu en train de revenir par rapport à ça. Oui, il y a même eu une image tout à la fin du Grand Prix d'un jeune Thaïlandais qui devait avoir à peu près 8 ans, qui était fan de Marc Marquez, qui, quand l'année dernière, Marc Marquez est tombé, a pleuré, donc on l'a vu à la télé pleurer. Et là, aujourd'hui, ce fan qui a pris une année de plus, était là et a pu voir son champion, comment dire, son idole peut-être, en termes de sport et peut-être de personnalité. Donc non, oui, c'est quelque chose d'assez intéressant.
comme disait du coup Thomas, on part voilà, sur le 71e degré. Donc c'est vraiment le degré d'inclinaison où normalement la moto, elle tombe. Sauf pour Marc Marquez. Euh, Effectivement, il a fait chaud en Thaïlande, mais il y a 2 autres choses qui sont passées en Thaïlande qui vont être intéressantes. Euh, on a vu aussi 2 chutes. Alors si je me trompe pas, c'était bien pendant la course, donc pendant le Grand Prix. Ouais, tout à fait. Donc ouais, c'était pendant le Grand Prix. On a vu Acosta chuter, donc Pedro Acosta qui était un rookie l'année dernière, mais maintenant n'en est plus un. Et Joan Mir, qui est un ancien champion du monde, comme on le disait dans les vidéos, qui lui aussi a chuté. T'en penses quoi, Thomas? Bah alors, d'une part, je suis pas surpris, mais d'un autre, bon, ça reflète toujours un peu le caractère peut-être de certains pilotes et aussi des performances de certaines écuries. Enfin, Acosta, c'est un pilote exceptionnel. Je pense que ça, tout le monde le sait. C'est un pilote qui a fait l'année dernière un début de saison de folie, mais qui sur la deuxième partie a connu beaucoup de chutes. Moi, c'est ce qui me faisait peur avec Acosta. C'était est-ce que il va avoir ce tempérament un peu plus calme pour pouvoir arriver à marquer des points et à être régulier sur la saison. Alors, on n'est qu'au premier Grand Prix, hein, c'est que le premier. Mais ouais. On est au premier Grand Prix, mais l'année dernière, je reprends la bonnette, l'année dernière, Pedro Acosta, Pedro Acosta, c'est quand même celui qui a le plus chuté en Grand Prix, devant Marc Marquez, qui est un gros shooter, notamment l'année dernière, il a encore plus l'année précédente. Ouais, effectivement, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un gros shooter. Après, c'est un gros performeur. Faut dire que Marquez, par exemple, à l'époque, c'était avec Gresini, ou même pas avec Gresini, avec Honda. Il avait eu beaucoup de chutes en 2023 avec Honda, mais il avait fait des belles performances. Bon, c'est pas comme ça qu'on va gagner un championnat ou qu'on va marquer beaucoup de points dans la saison. Donc Acosta, c'est vrai que il a toujours cette manière d'attaquer hein, chez lui qui est assez impressionnante. Hein. Les freinages qu'il fait et les entrées de virage qu'il fait, c'est assez fou. Il a même failli, si je me trompe pas, rentrer dans son coéquipier Brad Binder hein, à un moment pendant le Grand Prix. Donc sa chute, c'est pas vraiment étonnant pour ma part en tout cas. Ce qui est dommage, c'est que du coup, il avait fait par contre un bon résultat hein, en sprint. Hein. Si je me trompe pas, en sprint, il a fait check. Bah attends, je te laisse reprendre juste pour voir. Alors, on prend des notes, hein, parce que c'est vrai qu'on a un peu du mal à avoir toutes les données en tête. Il a fait 6e en sprint, donc c'est pas mal. Non, c'est un pilote euh, qui va être très agressif, notamment en entrée de virage, mais par contre, voilà, effectivement, qui tombe beaucoup. Et Mir en sprint, il a fait 9e. Mir aussi, le problème, c'est que pendant quelques années, ben voilà, il était sur des motos plutôt japonaises. C'est un champion du monde, mais c'est un champion du monde. Suzuki, tu veux dire? Parce que là, il est toujours sur le japonais, il est chez Honda. Il est chez Honda, oui, ouais, voilà. C'est vrai qu'il n'a pas changé. Mais voilà, c'est un champion du monde qui aujourd'hui n'arrive pas à redevenir peut-être aussi bon qu'il était auparavant. Peut-être c'est un problème de bécane. Peut-être c'est un problème de blessure. Ouais, moi, tu vois, genre Mir, bah, il a été champion du monde en 2020 hein, avec Suzuki, du coup. Donc, il est resté toujours sur du japonais en règle générale. Il a été champion en 2020 avec une seule victoire hein, en 2020. Donc, il a qu'une seule victoire, hein, Mir, dans sa carrière. Donc, c'est quand même assez fou de se dire que le mec, il est champion du monde juste avec une seule victoire. Genre franchement il a fait le hold-up du siècle hein, clairement on va pas se mentir en plus 2020 si je me trompe pas je crois que c'était quand Marquez avait chuté donc du coup ça devait sûrement jouer et Fabio était à ce moment-là chez Petronas pas chez Yamaha donc du coup ouais c'est vrai que Mir c'est pas étonnant hein. C'est un pilote qui a fait par contre les meilleurs temps par rapport à Luca Marini hein. Il a fait franchement j'ai été assez étonné quand j'ai vu Honda Chercé dans le top 10 hein. Je me suis dit bon ok franchement 10e arriver à se classer dans les top 10 pour la sprint parce qu'il a fini du coup 9e pour la sprint hein. Donc c'est plutôt pas mal hein. Arriver à se qualifier comme ça ouais chapeau donc Honda en tout cas on voit qu'il y a des améliorations qu'il y a des performances mais je pense qu'on en parlera plus tard. C'est pas lui ou c'est pas Marini qui sont les pilotes références en quelque sorte chez Honda, ou en tout cas pour les moteurs Honda. C'est un autre pilote et un pilote français en plus en l'occurrence. C'est vrai. On va y venir à notre Zarco, à notre Zarco préféré, qui est un petit peu aussi l'adoré des Français.
Euh, Notre prochain point, notre prochain top, donc top 4, on est à quel degré d'angle? On est à 40e degré d'angle, ce qui paraît quand même plutôt logique. Hein. Top 4, 40 degrés. On cale encore nos angles. Hein. Zarco, ben voilà, Zarco au top de sa forme. Zarco qui est chez Honda, il est considéré comme un pilote officiel parce qu'il a gagné les 8 heures de Suzuka avec Honda. Donc il est considéré comme un pilote officiel. Comme on le disait dans les premières vidéos qu'on a publiées, il est là pour préparer la moto, il est là pour la développer, il est là pour faire remonter un maximum de choses. Et il est très bon pour ça. On voit que Honda a bien travaillé cet hiver. A bien travaillé parce que... Alors, je vois que tu fais la grimace, ils ont mieux travaillé que l'hiver dernier. Dans le sens où Zarco, sur un premier Grand Prix, ici, il est arrivé, si je ne me trompe pas, 7e à la course. Alors, parce qu'il y en a 2 qui sont tombés devant, mais ça reste un Grand Prix. Avant, il était 18e. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'en tout cas, là, pour un premier Grand Prix, on voit que sur les restes de 2024, ils avaient fait aussi une bonne performance en Thaïlande. La fin de saison de Honda LCR était bien. Après, je trouve que Zarco, c'est effectivement le préparateur. Pour moi, c'est le préparateur officiel de chez Honda. C'est un peu le pilote référence, comme tu disais, avec les 8 heures de Suzuka. Ça, c'est vrai. Mais en termes de performance, c'est Honda, quoi, merde. Enfin, je veux dire, Honda, tu vois, genre, je trouve que Yamaha, ils ont fait plus d'efforts. Enfin, ils ont bien mieux amélioré leur moto que Honda. Après, je dis ça, on est qu'au début de saison, tant ça va être différent. Mais je trouve que, ouais, enfin, Marini, il est loin. Alors, c'est pareil pour Yamaha, Rins aussi, il est loin. Mais je sais pas, c'est vrai que Honda, après, c'est peut-être ma vision. Je trouve que c'est pas non plus une équipe qui est pour le moment aussi performante. Il y en a d'autres qui peuvent valoir leur coup. Bon, je te vois faire la grimace, j'ai envie de t'entendre aussi débattre. Oui, je fais la grimace aussi parce que techniquement, sur ce Grand Prix-là, donc sur tout le week-end, on est vraiment kiff-kiff entre Honda et Yamaha. On est kiff-kiff. On veut qu'Yamaha performe plus parce que voilà, on est français, nous on a connu la moto en 2018, on a vu Fabio devenir champion du monde, donc on veut qu'Yamaha soit dedans. Et en plus, toi aujourd'hui tu as une Yamaha, moi j'en ai eu une que j'ai revendue aussi, donc voilà. C'était une Honda maintenant. Maintenant j'ai une Honda, c'est vrai. Maintenant j'ai une Honda, donc peut-être que j'ai changé de côté, changé de constructeur. Ça Tout s'explique. Voilà, je me suis fait avoir. Mais du coup, voilà, c'est vrai que pour l'instant, je trouve qu'on est kiff-kiff entre Yamaha et Honda. Mais par contre, voilà, Johan, il a fait quand même un très très bon travail cet hiver. Et sur ce Grand Prix aussi, il a pas eu trop de problèmes. Ouais, c'est vrai, effectivement. En tout cas, moi, je suis très agréablement surpris pour Zarco, qui disait que pendant les essais de Sepang et de Buriram, il disait on a une moto performante, ce qui est vrai, je veux pas dire le contraire, même si j'étais un peu en tort, mais surtout, c'est qu'il disait qu'elle était performante que sur un tour. Et du coup, il disait pour la sprint, ça peut aller, mais pour la course, plus compliqué. Donc, agréablement surpris de voir que là, en tout cas sur la course, il a réussi à tenir le rythme, clairement, ça c'est top. Et pour la sprint, il a aussi fait des bons résultats. Donc franchement, c'était pas mal sur ça. Je pense que là on a un peu fini de parler de Zarco. On peut commencer à parler de Fabio. Dans Fabio dans le top 4, bah ouais, parce qu'en fait c'est un peu le top 4, on va dire que c'est un peu cocorico, hein, c'est-à-dire on va parler des deux français comme ça directement. Bon, Quartararo, car Quartararo, il y a du bon et il y a du contre. C'est quand même assez fou, quoi. C'est bête à dire, mais ça reflète un peu, je trouve, pour l'instant, le début de saison 2024. Enfin, la saison 2024. Parce que il pouvait faire des belles performances comme des P6 et puis redescendre et on comprend pas. La Yamaha, d'un coup, elle redescend de performance, elle chute. Va savoir comment, mais ça peut arriver. Bon, là, si on devait faire un petit résumé, donc Fabio Quartararo, il part, il finit donc P6, si je me trompe pas, P6 en sprint. Sprint, il finit 7ème, en sprint à 13 secondes du coup du leader. Et à la course 15e, je crois. Et à la course, il finit même plus loin. La course, il finit 15ème. Donc il arrive quand même à marquer un point en course. Bon, il était parti 10ème. Fabio fait partie 10ème de la course. Le départ, il est raté. Enfin, je suis désolé de dire ça, mais bon, c'est dans les premiers tours qu'il perd ses positions. Et après,
ils n'arrivent pas à remonter. Je ne sais pas comment, mais la Yamaha, soit sur un circuit comme la Thaïlande, les circuits, si je ne me trompe pas, il a fait plus chaud que à la sprint, hein, sur la course, donc peut-être les pneus ont pas tenu. La Yamaha gère mal ses pneus par rapport à de fortes chaleurs. Donc pour ma part, en tout cas, faut voir ce que ça va donner sur les prochains Grands Prix. Vous allez aussi avoir mon avis sur Fabio, mais aussi un petit peu de contexte. Fabio Quartararo a été. Moi, j'en ai pas de contexte. Moi, c'est pour ça. Il en a pas lu. Fabio, il a été champion du monde en 2021. Ouais. En 2021, il a été champion du monde, donc quelque chose d'incroyable, le premier Français de champion du monde de moto GP. Il était chez Yamaha. Yamaha, qui est une écurie japonaise. Les Japonaises ont toujours dominé le MotoGP. Jusqu'à 2022. À partir de 2022 et en 2023-2024, les motos japonaises, donc Yamaha et Honda, étaient beaucoup plus en retrait. Donc on voyait Fabio Quartararo, notamment qui était champion du monde, vraiment avoir des difficultés en course. Donc chaque année, quand on regarde les mouvements qu'il y a en hiver et les essais de Sepang, on se dit putain, c'est notre année, c'est bon. On l'a vu une fois champion du monde, les essais se passent bien, go. Et bien encore une fois, moi j'ai envie de dire, on est déçu. On est déçu parce que, alors effectivement, il a fait une bonne sprint. Là, il n'y avait rien à dire. Les autres Yamaha, ont fait des plutôt bonnes sprints aussi avec Pramac. Et en course, c'est toujours la même chose. Il nous dit qu'il y a un problème. Il y a un problème, donc au bout des 3 premiers tours, il se fait doubler par tout le monde parce qu'il n'arrive pas à chauffer le pneu, il n'arrive pas à tourner, il n'arrive pas à freiner. Enfin, bref, il y a toujours quelque chose. On voit que Jack Miller a fait un très bon départ et a réussi à être quand même dans le top. Ils ont, je sais plus s'ils ont exactement la même moto, mais ils ont un moteur Yamaha aussi, quoi. C'est les mêmes. Bon, mais si c'est les mêmes, c'est un vrai problème. C'est que pour moi, le pilote aujourd'hui n'arrive pas à dompter cette machine, n'a plus confiance en cette machine, ce qui fait que on en attend beaucoup et aujourd'hui, on n'a rien en retour. Et c'est toujours le problème de la machine. Encore une fois, c'est le premier Grand Prix. On verra ce que ça donne sur les prochains Grands Prix. C'est un peu comme l'année dernière où on se fait un petit peu des films et après, soit on est déçu, soit on saute de joie, quoi. Voilà, c'est vrai que je mettrais du contexte effectivement sur c'est le premier Grand Prix de la saison. On peut difficilement quand même arriver à juger. On peut se faire un avis chacun. Voilà, moi j'ai le mien, t'as le tien. Mais c'est vrai que c'est le premier Grand Prix. Il y en a d'autres, hein, qui vont arriver dans l'année. Et il y en a d'autres où Yamaha va être performant, hein. Je pense que ça c'est sûr. Ils vont réussir à remonter à certains moments dans le top du classement. Comme Fabio l'a dit, il pense à du top 5. Moi je reste aussi confiant sur cette idée-là. Mais c'est vrai que Pramac avec le moteur Yamaha, Miller quand même, qui revient chez Pramac mais qui avant était sur du moteur Ducati. Là il revient chez Pramac avec un moteur Yamaha. 11e à la course et surtout qui finit en sprint, je crois qu'il finit loin si je ne me trompe pas. Je crois qu'il est tombé. Il finit pas, ouais, voilà, c'est ce que j'allais te dire, c'est pour ça. Donc, en fait, c'est surtout que il était il était devant au début de la course, hein. Miller, il était dans les 4-5e positions et après, par contre, il a dégringolé, il est redescendu. Donc, je pense que vraiment, il y a dû avoir un problème au niveau des pneus sur la Yamaha et ça a dû se baisser par rapport à ça. Pourquoi on parle de Pramac, hein, aussi en même temps, c'est parce que pour vous faire un peu de contexte, on parle des moteurs Yamaha parce qu'en fait Yamaha englobe Yamaha et Pramac. Pramac qui est une écurie satellite, hein, donc c'est-à-dire que c'est une écurie qui a la même moto que Yamaha, ou qui en tout cas a le même moteur que Yamaha et qui va être là pour aider et accompagner Yamaha à mieux développer sa moto. C'est pareil pour chez Ducati comme pour Honda. C'est des écuries satellites, donc elles sont là. Elles sont pas, c'est pas des motos officielles comme Yamaha, mais c'est des motos qui ont le même moteur et qui font partie en quelque sorte de ce même team-là. Donc c'est pour ça qu'on catégorise un peu Pramac et Yamaha, parce que c'est un peu pareil que pour Ducati et Gresini, qui est aussi une écurie satellite, en quelque sorte. Je pense aussi du coup qu'on va pouvoir passer sur le prochain point, notamment les points de concession pour tous les deux. C'est ce que j'ai marqué. Donc c'est-à-dire, moi ce que je trouve par contre ce qui est bien et ce qui est positif, c'est que Yamaha et Honda
ils sont dans la catégorie la plus basse au niveau des points de concession. Les points de concession, pour donner un peu de contexte, c'est en fait par rapport aux performances que vont proposer les écuries sur l'année précédente, ils vont être rangés dans une certaine catégorie A, B, C et D. Certaines de ces catégories permettent aux écuries, enfin ces catégories permettent aux écuries, ouais, ça fait un peu proche, permettent en fait de pouvoir avoir plus d'essais, plus de pneus, plus de moteurs pendant l'année, et surtout une chose importante, là en l'occurrence, de ne pas avoir leur moteur qui est gelé. Quand on dit gelé, ça veut dire qu'en fait Yamaha et Honda peuvent travailler sur leur moteur pendant l'année 2024 pour arriver à l'améliorer. Ce qui n'est pas le cas de Ducati, qui est dans une catégorie beaucoup plus haute, dans la catégorie A. Pourquoi est-ce qu'il y a ces points de concession? C'est pour apporter de la difficulté, apporter du challenge pour les écuries, notamment pour Ducati, pour arriver à enlever cette domination qu'ils ont dans le MotoGP actuellement. Donc c'est intéressant de savoir ça, puisque du coup Yamaha et Honda vont eux pouvoir développer leur moto pendant l'année avec beaucoup plus de possibilités comparé à Ducati où ça ne sera pas le cas. Donc c'est vrai que les points de concession, là pour l'instant on est au tout début, donc on est au premier Grand Prix, mais pendant l'année, Honda et Yamaha ils peuvent arriver à améliorer leur moto assez rapidement, hein, c'est ce que je me dis moi. Oui, effectivement, s'ils marquent trop de points, mais finalement, ils vont avoir moins de points de concession. Et quand on a moins de points de concession, on va monter dans la catégorie au-dessus. Et monter dans une catégorie, ça veut dire qu'on a moins de possibilités d'améliorer la moto, donc le moteur, l'aéro, le châssis, etc. Donc, il faut être bon parce que voilà, toutes les écuries ont envie de gagner le championnat constructeur. Par contre, il faut avoir la tête sur les épaules. Quand on n'a pas les moyens ou qu'on n'a pas l'équipement ou la moto pour, l'objectif c'est de pouvoir la développer. Donc, essayer de ne pas marquer trop de points non plus. C'est mon avis. Est-ce que les écuries en font de même? Je pense pas. Je pense qu'ils ont d'autres stratégies. Mais effectivement, on va pouvoir voir ces points de concession évoluer. Je pense qu'on peut passer sur le degré 30. Ouais. Donc là, c'est un virage un peu serré, mais ça va. Tout le monde s'en sort. 30e degré, top 3. On va parler des rookies. Alors des rookies en MotoGP, c'est des pilotes qui viennent d'arriver dans la catégorie Rennes. En MotoGP, enfin en moto généralement, on a la Moto 3, la Moto 2 et ensuite la catégorie Rennes qui s'appelle la MotoGP. Quand on arrive en catégorie Rennes, on appelle ça des rookies. Ce sont presque des débutants passés d'une catégorie à une autre, notamment à la catégorie Rennes. C'est un grand pas, c'est un grand step-up parce que conduire une moto GP, ce n'est pas la même chose que conduire une moto 2, par exemple. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, c'est des rookies. Donc, souvent, on va avoir deux choses. Oh. Je suis cherche. on va avoir deux choses. Soit le rookie, comme l'année dernière, Pedro Acosta, est excellent, nous montre des performances remarquables, arrive à doubler, à talonner des octuples champions du monde, des champions du monde en titre. Soit on accorde au rookie du temps pour apprendre cette moto, pour apprendre à la piloter, connaître un petit peu tout ce qu'il y a à connaître sur la moto avec les différents devices, ride eye device, all shot device, le mapping. On ne va pas rentrer dans les détails de tout ça, on rentrera peut-être sur des vidéos un petit peu plus précises. Ça vous intéresse? Non. Donc on continue. Vous en saurez plus tard. Donc du coup voilà, là on va parler de rookies, donc notamment on a Ayogura, Terminal de Guerre, Somkia Chantrain. Alors Somkia, j'ai peu de choses à dire dessus, plutôt Terminal de Guerre qui lui est chez Ducati Gresini. Il est monté en catégorie Rennes même sans avoir gagné l'année dernière le championnat. Parce que c'est un bon pilote qui a des performances très régulières sur toute l'année. Là, on lui laisse le temps, apparemment. Ducati Gresini lui laisse le temps d'apprendre la moto, d'apprendre le pilotage. Il a fait de bonnes sessions. On ne peut pas dire qu'il a été mauvais. Il a fini 13e pendant la course, alors qu'il y a des pilotes expérimentés qui ont fini ou même pas fini la course. Donc pour moi, c'est un pilote qui prend le temps d'apprendre à piloter cette moto et d'apprendre à gérer surtout un week-end de Grand Prix. Je suis assez d'accord avec toi. Après, c'est vrai que ce qui est
Ferminal de guerre, c'est vrai que donc du coup il a fait des belles performances en 2023 avec en Moto 2, notamment comme tu l'avais dit, hein, t'as donné les stats. Et c'est vrai que Ducati a fait signer Ferminal de guerre avant même la saison 2024 chez Gresini. Et 2024 a été plus compliqué pour Ferminal de guerre. Donc c'est vrai que moi quand j'ai entendu ça, je me suis dit oh là là, attends, le pilote il va en 2025, il va nous faire n'importe quoi, etc. Alors pour commencer, alors moi perso pour ma part, je l'ai pas vu de la course. Bon après il était au milieu du peloton, hein, donc voilà, mais c'est en tout cas un bon début. Il a pas chuté, il est dans les points, il a marqué 3 points, donc ça fait toujours plaisir. Donc franchement, non, c'est un bon début. Bon, il a son coéquipier qui, on va en parler un peu plus tard, mais qui lui par contre fait des dingueries sur la Thaïlande. Voilà, c'est un Marquez, hein, on va dire. Donc voilà. Donc en tout cas, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que son Chetra, il fait sa place, il découvre le MotoGP et pardon, j'ai dit Chentra, désolé, Ferminal de guerre, il découvre le MotoGP, il fait sa place et c'est bien que Gresini lui laisse son temps en tout cas, puisque Gresini par contre est vraiment la team satellite qui est là pour aider à développer pour Ducati, donc c'est bien, c'est pas mal. Moi je vais aussi parler de Somka Chentra. Chentra, pour moi en fait, j'aime bien ce pilote parce que déjà il a la patate, il a le sourire tout le temps. Franchement, c'est assez beau à voir. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien. Pilote thaïlandais, donc du coup chez lui à la maison. Donc c'est vrai que en tout cas pour un premier Grand Prix, pareil, il a pas chuté. Hein. Bon, alors il est quand même plus loin, il est 18e, hein, Somka Chentra, mais comparé à Zarco du coup qui lui a fini 7e. Donc c'est marrant, hein, parce que c'est vraiment c'est là où on voit que c'est des rookies, hein, je veux dire, et qu'on voit les autres l'expérience, hein, l'expérience qui est là, Zarco, Marquez, les deux ont de l'expérience. Mais du coup pour Somka Chentra, c'est vrai il y avait quand même une pression à avoir, hein, une pression à avoir, premier Grand Prix, Thaïlandais, et il a géré. Pour ma part, en tout cas, il a géré. Est-ce que tu veux qu'on commence à parler de celui qui, alors, mais nous a fait une surprise, mais de folie par contre, lui. Ouais, effectivement. Alors, c'est vrai que malheureusement, Somka Chantra, moi, j'avais peu de choses à dire. Je me suis peu intéressé à lui sur ce Grand Prix-là. J'aurais peut-être dû. Mais celui qui a épaté tout le monde, c'est Ayugura. Ayugura qui nous a fait un peu une Pedro Acosta de l'année dernière, qui dès les premières courses, dès les premières qualifs, sprint, course, nous a fait quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire que si on parle un petit peu de stats, 5e en qualif, il a fini, je crois, 4e ou 5e, 4e à la sprint, et rebelote, 4e. Ah, et 5e en course. Enfin, c'est quand même pas mal pour un rookie. Donc 4e en qualif. Non, 4e à sprint et 5e en course. Eh ben, c'est vraiment assez extraordinaire pour un pilote, pour un rookie qui est en plus chez Trackhouse. Trackhouse qui est l'écurie satellite de Aprilia. Une écurie américaine, effectivement. Si vous avez regardé les vidéos, normalement, vous savez. Vous savez, donc si tu ne le sais pas, va regarder les vidéos. Voilà, c'est tout. Et donc on voit quand même que la bécane marche avec le moteur Aprilia, mais le pilote, voilà, il montre qu'il est présent. Il veut aussi peut-être dépasser ce qu'a fait Pedro Acosta l'année dernière, être encore plus surprenant. Et sur cette première course-là, on attend surtout de voir la suite, quoi. C'est vrai que moi, franchement, il m'a grave étonné ce pilote. Je m'attendais absolument pas à ça. Mais vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il fasse d'aussi grosses performances. Parce que en fait parce que rien du tout, parce que j'ai rien à dire, je vais juste fermer ma gueule parce qu'en fait il est champion de Moto 2 et c'est bête à dire, mais t'es champion de Moto 2 et c'est pas pour rien que tu l'es, hein. C'est tu montres les performances que t'as faites l'année dernière. C'est un pilote, on disait que c'était un pilote assez talentueux et qu'on attendait sur le qui-vive pour le MotoGP, mais il répond présent, hein. Aux essais de Sepang et aux essais de Buriram, c'est celui qui a fait le plus de tours. Donc en plus c'est un pilote qui travaille, c'est un pilote qui a fait aussi des bons temps quand c'était à Buriram et à Sepang. Donc non, franchement chapeau. Et
ce que je trouve dingue, c'est qu'il a vraiment, pendant un moment, tenu le rythme de Bagnaia, quoi. Il arrivait à tenir Bagnaia avec sa Ducati, il le suivait, il le collait, quoi. Donc non, franchement, Ogura, moi, je commence à devenir déjà un peu fan de ce pilote, juste pour la première course. S'il arrive à nous faire ça sur les prochains Grands Prix, ça sera vraiment pas mal, ça sera vraiment assez chouette. Et tu parlais d'ailleurs du moteur Aprilia. C'est vrai que du coup, si on prend en compte Bezzecchi qui est le pilote officiel d'Aprilia, Bezzecchi en sprint il finit 12e. En sprint, il finit 12e, là où Ogura finit 4e. Donc c'est assez fou parce que du coup, Bezzecchi, c'est un pilote alors, où on a toujours eu des doutes sur lui. Alors il fait sprint, il fait 12e à la sprint, du coup j'ai dit. Et par contre, il fait À la course, il fait 6e. et à la course, il fait 6e. C'est ça le truc. C'est qu'à la course, il fait 6e. Donc, Bezzecchi, pareil, qui remonte aussi très fort avec l'Aprilia. C'est assez étonnant, hein, parce que, moi, je me serais pas attendu ce que l'Aprilia fasse 5 et 6, quoi. Enfin, je veux dire, franchement, je me serais pas dit. J'aurais plutôt vu les KTM 5 et 6 plutôt que l'Aprilia. Donc, pour Ayogura, on va revenir quand même sur lui. Pour Ayogura, c'est quand même un super résultat, en tout cas pour lui, pour un premier Grand Prix, ça va bien le motiver, je pense. Ça, c'est sûr et certain. Je sais pas si vous voulez rajouter un truc. Non. Je vais rien rajouter sur Ayogura, je pense qu'on l'a assez plébiscité, mis en avant. On va pas utiliser des noms d'oiseaux non plus, hein. On va attaquer le lourd, top 2, 20 degrés. 20 degrés d'angle. 20 degrés d'angle, hein. On dit top 2, on dit top 2 encore parce que On n'a pas encore pris l'habitude. non, surtout pour eux. Ah oui, Pour qu'ils comprennent. pour que vous compreniez. C'est le premier. Top 2, alors il y a quelques infos de noter. Je vais commencer par celle du milieu. Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia qui est double champion du monde, qui a loupé le titre l'année dernière face à Jorge Martin, et qui, cette année, sur le premier Grand Prix, était énormément en difficulté. Normalement, c'est un pilote qui... Il y avait la télécommande des lumières, mais c'est pas très grave. Normalement, c'est un pilote qui, pendant les Grands Prix, il y a plusieurs étapes. Il y a les essais, on va travailler avec la moto. Il y a les qualifs, on va essayer de faire le meilleur chrono pour avoir une bonne place sur la grille. Il y a la sprint, qui est une petite course de 10-12 tours. Et il y a le Grand Prix. On n'a pas présenté ça pour l'instant, mais c'est pas grave, on y reviendra. Pendant le week-end, Pecco Bagnaia, c'est quelqu'un qui travaille. Il va pas essayer de faire des chronos. De suite, il va travailler sur son Grand Prix. Il va travailler sur les pneus, sur l'essence, sur tous les paramétrages de la bécane. Et ensuite, en qualif, souvent, il casse tout. Il est souvent dans le top 3 et en course, ensuite, dans le top 3 aussi. Là, malheureusement, on l'a vu en difficulté avec cette moto, alors que son nouveau collègue chez Ducati, donc Marc Marquez, a réussi à faire des chronos incroyables en sprint, en qualif, en sprint et en course. Donc il est vraiment sur des œufs. Franchement, je veux dire, Marquez a été vraiment phénoménal sur tout le week-end. Et c'est vrai que Bagnaia, là au début, pour l'instant, il m'a fait un peu peur. Je m'attendais effectivement dès le début à une rivalité entre les deux. Et c'est pas ce que j'ai vu pour le moment. Loin de là. Loin de là, vraiment loin de là. Alors, faut donner aussi peut-être un peu de contexte. On va donner d'abord quand même quelques infos. Donc Bagnaia, en qualification, en essai, il s'est fait bloquer par Morbidelli pour la qualif, ce qui l'a obligé de passer par la Q1. J'explique un peu pour ceux du coup qui ne connaissent pas. Quand vous êtes pilote de MotoGP, un week-end de Grand Prix, vous avez les essais d'entraînement qui sont les essais 1 et les essais 2, et ensuite vous avez les phases de qualification. Pour les essais, si vous êtes classé dans le top 10, vous allez en fait passer pour les qualifications directement au Q2. Si vous n'êtes pas classé dans le top 10 lors des essais d'entraînement, vous allez être en Q1. En Q1, ça veut dire que c'est tout le reste des pilotes qui vont devoir chercher à se qualifier pour aller en Q2. On prend que les deux pilotes qui ont fait le meilleur temps en Q1 pour pouvoir aller en Q2. Et du coup, ils vont ensuite être 12 en Q2 pour pouvoir se batailler pour avoir le meilleur temps et avoir la pole position. Donc là, en l'occurrence, Bagnaia, il y a une chose qui s'est passée, c'est que du coup, pendant qu'il était en train de faire des temps pour arriver à se qualifier dans le top 10 pendant les essais, mais il s'est retrouvé bloqué par Morbidelli.
Morbidelli du coup qui est pilote chez VR46 et donc du coup le fait qu'il soit bloqué ça l'a fait perdre du temps et il n'a pas réussi du coup à se qualifier en Q2 directement et il a dû passer par la Q1. Morbidelli, il faut rappeler qu'il s'est pris du coup 3 places de pénalité pour avoir gêné du coup Bagnaia pendant cet essai justement. Oui, après, alors oui, il a gêné, donc il n'a pas pu faire un chrono, mais il n'a fait aucun chrono quand même. Pecco était toujours en difficulté. C'est pas la faute de Morbidelli, il aurait peut-être pu passer et encore, mais voilà, il était sur des œufs, donc faut remettre aussi des choses dans le contexte. Il avait du mal à la piloter, il a été bloqué, ok, il a pris 3 places Morbidelli, mais dans tous les cas, Pecco était en difficulté. Moi, ce qui m'a assez étonné par contre, c'est la réaction de Pecco. Sur justement ce blocage qu'a fait Morbidelli parce que pour un pilote qui a joué le championnat du monde l'année dernière et qui a Marc Marquez en face de lui, bah je m'attendais à un mec beaucoup plus posé et je sais pas pourquoi mais j'ai trouvé que quand il a réagi, je sais pas si on va réussir à mettre les extraits de ça, mais il était très agacé, il était vraiment énervé contre Morbidelli et un pilote énervé déjà dès le premier Grand Prix, c'est un pilote qui du coup arrive pas vraiment à comprendre sa moto et qui a du mal, et ça franchement c'est ce qui m'a assez surpris en tout cas par rapport à ça. Donc bon, déjà ce point là en tout cas à prendre en compte, comme tu l'as dit toi de ton côté, c'est un pilote qui fait pas des grosses performances en essai, mais qui arrive à grave performer après. Euh, c'est vrai qu'il faisait ça l'année dernière. Moi, je suis assez étonné quand même. Bon, après, par contre, il y a aussi un autre truc, c'est que du coup, lui-même l'a dit, hein, Bagnaia, il n'arrive pas à avoir un bon feeling avec la moto. Hein. Pour moi, il l'a dit, j'ai pas un bon feeling avec la moto et ses entrées de virage, et ça se voyait grave en course, hein, ses entrées de virage, il n'arrive pas à rentrer dans les virages. Il bloque, il est large à chaque fois, il doit essayer de repiquer fort pour pouvoir repartir et c'est compliqué hein, pour lui. Là, vraiment, il a du mal à piger pour l'instant sa bécane, je pense. Oui, on voit qu'il prend pas les points de corde. Un point de corde sur un virage, c'est l'endroit exact dans le virage où tu es censé être le plus à l'intérieur pour gagner le plus de temps. Grossièrement. Comment on prend un virage? Tu arrives en 6ème, tu freines pas. Et tu vois si tu rejoins peut-être un de tes collègues. Comment on prend un virage? Pour faire simple, tu t'appelles Pedro Acosta et tu chutes. Comment on prend un virage? Globalement, hein, je suis pas pilote, mais on arrive sur l'extérieur, on pile, ça encore ça va. Et ensuite, on vient essayer de prendre un endroit très précis dans le virage qui s'appelle le point de corde. Le point de corde, ça va être l'endroit où on va commencer vraiment à tourner et on va commencer à sortir aussi du virage. Et de là, on va sortir à l'extérieur du virage et ça permet en fait de prendre un virage le plus vite possible. Si on n'utilise pas cette méthode-là, cette technique-là, voilà, extérieur, intérieur, extérieur, finalement, on n'arrive pas à gagner du temps. Et quand on ne prend pas cette point de corde, on perd des millièmes de secondes, mais dans un virage. Et quand on a d'autres pilotes derrière et d'autres pilotes devant qui essaient de rattraper, c'est très compliqué. Donc là, on voyait qu'il était sur des œufs, comme on disait, qu'il n'arrivait pas à prendre ces fameux points de corde. Autre sujet sur Pecco. Non, je pense que sur Pecco, on a fait le tour. Toi, tu veux rajouter quelque chose? Tiens. Moi, je prends le mic parce que j'ai un dernier truc à rajouter sur Pecco Bagnaia. C'est que il a pas forcé. Il y allait tranquille, le mec, en fait. Il a vu en sprint que Alex Marquez et Marc Marquez étaient meilleurs. Il s'est dit, ok, ça va, pas de souci, je pose. Je reste 3ème, je garde 2 secondes d'écart. Je vais pas chercher à me foutre à la faute ou quoi que ce soit. Et en course, il a fait pareil. Dès qu'il a vu qu'il a commencé à perdre de la distance avec Marquez et avec les deux Marquez, et bah du coup, il s'est dit pareil, je vais poser et je vais prendre les points. Parce que je pense qu'il a compris, et c'est les choses qu'il avait faites les années précédentes. C'était un pilote qui se mettait grave la pression et qui des fois pouvait se chuter alors qu'il était premier sans raison, parce que c'est un pilote qui se mettait une pression de dingue. Donc là, je pense que comme il sait qu'il a Marquez en face de lui, ça va être un pilote beaucoup plus raisonné, beaucoup plus qui va rester très régulier dans les points.
comparé à Marquez. Bon, alors par contre, si Marquez il est tout seul devant, bah il va jamais tomber. Il y a des Pecco, il pourra faire ce qu'il veut. Hein. Ça va pas vraiment aller très loin. Mais s'il arrive à retrouver ce feeling qu'il peut avoir avec cette moto et à revenir titiller Marquez, bah, je pense que au niveau du mental, plus tard, ça peut venir titiller le Marquez. Bon, on va passer du coup à un autre point du côté de Ducati, toujours, mais cette fois-ci chez l'écurie satellite Gresini, c'est Alex Marquez. Alex Marquez, eh ben, c'est un petit filou celui-ci, c'est un petit filou quand même Alex Marquez parce que bon, ok, il a fait des bons essais il a fait des très bons essais à Sepang et à Buriram, notamment il a même des fois tapé le meilleur temps pour des essais je crois que c'est à Buriram si je me trompe pas, qui tape les meilleurs temps aux essais. Bon chrono, ouais. Non. Ouais, on se fait comme ça là, on se passe comme ça. Bon, enfin bref, donc du coup, ouais, il a fait des super chronos. Il a fini deuxième à la sprint, deuxième à la course. Donc hyper régulier. Il a réussi des fois un peu à... Non, enfin, non, il a réussi à tenir. Non, il a pas réussi à tenir son frère qui lui mettait 2 secondes dans la gueule, quoi qu'il arrive. Et par contre, il arrivait à tenir Bagnaia. Donc pour une GP 2024, hein, c'est la moto de 2024 qu'il a aussi Marquez à Alex Marquez, comme Bagnaia et comme Marquez, si je me trompe pas. J'arrive pas à savoir. Pour l'instant, je sais pas encore quelles sont les différences. S'il y a des différences vraiment entre les motos, je sais pas s'il y en a. Mais donc du coup, en tout cas, moi, très surpris d'Alex Marquez parce que bah il confirme qu'il va être un sérieux concurrent pour venir embêter, je pense, Marc Marquez et Bagnaia. Je sais pas, qu'est-ce que c'est ton ressenti toi de ton côté? Moi, je suis d'accord avec toi. Alex Marquez, c'est un pilote qui l'année dernière, sur la fin de la saison, a commencé vraiment à faire de belles performances. Et aujourd'hui, on se rend compte que avec les essais, avec ce premier Grand Prix, il est en train de tout péter, clairement. Sur sa Ducati de 2024, il est en train de montrer vraiment tout son potentiel. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette année, là, du coup, au Grand Prix, il était deuxième sur la marche du podium. Il a fini deuxième au Grand Prix, Alex Marquez. Dans un interview, il disait avec Marc Marquez aussi que l'année dernière, quand ils ont fini tous les deux un Grand Prix sur le même podium, en tout cas ensemble, premier et deuxième ou deuxième et premier, c'était un des plus beaux jours de leur vie. Je pense que cette année, ils vont vraiment aller chercher à se titiller, mais ils vont vouloir être tous les deux sur le podium. Je pense qu'ils vont vouloir... Alex Marquez va surtout apprendre beaucoup de son frère, hein, un octuple champion du monde, son frère quand même, et son frère va le tirer vers le haut. Mais après, ça reste des rivaux en piste. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de famille en piste. C'est des rivaux, mais on s'apprécie quand même. Moi, j'ai envie de poser une question. J'ai envie de te poser une question. S'il continue à faire des performances comme ça, Alex Marquez, bon alors c'est le début de la saison, on est au premier Grand Prix, mais s'il arrive à continuer à faire des performances comme ça, est-ce que peut-être, pour l'année 2026, on pourrait peut-être avoir un Alex Marquez qui prenne la place de Francesco Bagnaia et avoir les deux frères Marquez chez Ducati. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je pense que ça serait osé de la part de Ducati d'avoir les deux frères dans la même équipe. Parce que dans des équipes concurrentes, même si c'est des équipes satellites, ça va, on arrive à gérer. Mais dans une même équipe, il y a toujours le pilote numéro 1, le pilote numéro 2. Là, on travaille avec une famille, donc c'est compliqué aussi. Et je pense pas que ça puisse arriver, sauf si Pecco fait une très mauvaise saison. Mais sinon, ils proposeront pas, je pense pas à Alex Marquez de rejoindre l'écurie. Ils vont pas séparer de Pecco Bagnaia, qui est un très très bon pilote. Ça serait une grave erreur, sauf si il fait une très très mauvaise saison. Pecco, un excellent pilote. Moi, je pense que justement, s'il veut prouver de pourquoi est-ce qu'il a eu ces 2 titres de champion du monde, je pense que c'est justement cette saison qui va être intéressante pour savoir s'il va prouver son statut de mec champion du monde. Parce que s'il n'arrive pas à tenir par rapport à Marquez, bah ouais, Pecco, ok, il a été champion, mais bon, Marquez, il était pas là pendant 2 ans, en 2023 et en 2022. Et là, il revient bouillant de fou. Donc, moi, je te dis, hein, des fois, peut-être certains vont dire, ouais, bah, Pecco, ok,
très bien, il a deux fois champion du monde. Bah, il n'y avait pas Marquez. Marquez, il est arrivé, il a trop redézingué et puis c'est tout, quoi. Genre, voilà. Bon, pour en revenir à Alex Marquez, moi, je pense que on verra. Bon, c'est juste une hypothèse que je donne comme ça, hein, clairement. Genre, faut pas chercher à se dire, ouais, Marquez, Alex Marquez, il va aller chez Ducati ou quoi que ce soit. C'est loin de là. Mais en tout cas, moi, je retiens cette idée en tête, en tout cas. Moi, je garde ça en tête. Je me dis, on sait jamais, pourquoi pas, ça peut arriver. Est-ce qu'on commencerait pas à parler de notre top 1? Top 1, ouais, le top 1 et le wheeling, on a appelé ça. Donc attendez-vous à ce que maintenant on dise celui qui finit en wheeling. Hein. Donc celui qui finit en wheeling pour nous, bah, c'est Marc Marquez. Hein. Marc Marquez qui a fait un Grand Prix de folie. Alors on va donner un peu de contexte hein, quand même d'abord sur Marc Marquez parce que euh, pour ma part et aussi pour Fioche, on a, on a tous les deux regardé le MotoGP en même temps. On est des novices, hein, clairement, du MotoGP. On va pas dire le contraire. Hein. Enfin, on essaye de vulgariser, mais nous-mêmes, on n'a pas toutes les connaissances de cette catégorie. Ce qu'on veut, c'est juste partager un ressenti qu'on a tous les deux. Et pour ma part, j'ai regardé le MotoGP en 2018, quand Canal a récupéré les droits, avec Quartararo qui a commencé à faire des temps de dingue, à faire des petites batailles avec Marc Marquez jusqu'en 2020. Donc Marc Marquez, c'est quand même un octuple champion du monde. Il est resté 10 ans chez chez Honda. 10 ans chez Honda. Et en fait, en 2020, il a chuté à Jerez. Une chute assez grave, puisque du coup, il s'est cassé l'humérus droit. Et du coup, il n'a pas pu faire le reste de la saison. Il a été bloqué à cause de ça. Il a eu beaucoup d'opérations par rapport à cet humérus. En 2021, il est revenu, il a réussi à remporter quelques victoires, notamment une victoire à Émilie-Romagne, qui est sa dernière avant 2024. En 2022, il revient et il va faire une 4e opération pour son humérus, puisque en fait celui-ci ne s'est pas complètement refermé quand il avait fait cette opération, et du coup ça l'a obligé à arrêter sa saison en 2022 pour pouvoir refaire une ultime opération, et notamment à l'époque je me souviens il avait dit cette opération là c'est la dernière que je fais, si jamais elle marche pas je risque d'arrêter la MotoGP. Bon, bah, en l'occurrence, on peut voir que ça a été la bonne, hein, parce que du coup, elle l'a complètement guéri. Et en 2023, je pense qu'il s'est rendu compte de ses capacités chez Honda à se dire bon, je sais que je peux être encore performant. Là maintenant, c'est Honda qui me propose pas la moto que je veux, donc du coup, il va falloir que je me barre. Il finit quand même 14e avec 96 points en 2023. Et en 2024, du coup, il part de chez Honda pour aller chez Gresini. Et alors là, bah, on redécouvre un Marquez attaquant, un mec qui ose prendre des risques. C'est quand même un gars qui, personnellement, je n'aimais pas trop Marc Marquez. Avant qu'il soit chez Gresini, c'était pas un pilote qui m'avait toujours plu. Je me disais, ouais, il est trop agressif, il cherche trop à gêner les autres, il rentre dans les autres, etc. J'ai jamais vraiment aimé ce mec-là. Mais franchement, faut dire que c'est un mec qui apporte du spectacle. C'est un mec qui sait se batailler, qui sait faire des batailles et qui ose y aller. Et en 2024, du coup, bah, il va gagner 2 victoires, notamment une à Aragon, qui est la victoire la première victoire qu'il a avec un moteur Ducati. Il n'avait pas gagné depuis 1043 jours. Donc ça fait quand même beaucoup pour un octuple champion du monde. Hein. C'est quand même assez costaud. Je monopolise un peu le micro parce que je donne du contexte juste par rapport à ça. Et là, du coup, arrivé chez Ducati en 2025. Alors du coup, il a réussi, donc son pari chez Gresini, hein, c'était d'aller chez Ducati, hein, ce qu'il a réussi à faire du coup, puisqu'il a pris la place clairement de Jorge Martin. Jorge Martin, on n'en a même pas parlé hein, là du Grand Prix, hein, clairement, quand j'y pense. C'est fou, il était pas là, mais bon, ouais, mais il va falloir qu'on ait quand même peut-être juste quelques petits mots dessus, pourquoi pas à la fin, on verra. Bon, bref. Mais du coup, c'est vrai que, en tout cas, Marquez, il a réussi à aller chez Ducati. Par le biais de ses résultats chez Gresini, et bah c'est de voir que bah il a fait une première course pour ce début de saison incroyable, première victoire en quelque sorte, et je vais laisser un peu Philoche débriefer un peu, enfin vous expliquer un peu, débriefer de ça sur Marquez. Ouais, je pense que là, Marquez, en arrivant chez Ducati, son objectif, il est clair, c'est d'aller chercher son 9e titre. En face, il a un Pecco qui est bon, mais il sait qu'il est en pression. Donc,
Marquez, il a tout à gagner, à y aller à fond. Il y va à fond pendant les essais, il y va à fond pendant les qualifs, il y va à fond en sprint et il y va à fond en course. Je crois que c'est Pecco qui a dit ça à la fin du Grand Prix, lorsque c'était terminé, que Marc Marquez a joué avec nous pendant le Grand Prix. Et il a joué parce qu'en fait, dès le départ, bon, au bout du premier et du deuxième tour, il commence à s'échapper devant. Il a rapidement une demi-seconde, voire une seconde d'écart avec le deuxième, ce qui est en MotoGP plutôt impressionnant déjà. C'est quand même pas mal. Et ensuite, pendant la course, on voit un truc un peu bizarre. On le voit en ligne droite, en sortie de virage, ralentir, se retourner, réaccélérer. On se dit, mais putain, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il se fait doubler par son frère, Alex Marquez. Donc Alex Marquez passe premier de la course, il va leader la course. Et Marc Marquez passe deuxième. Ils ont échangé les positions. Et tout le monde se pose la question de pourquoi il s'est passé ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, Marc Marquez a été très très malin. En MotoGP, vous savez que comme en voiture ou dans les vélos, il y a des pressions qu'on met dans les pneus. Des pressions d'air. En MotoGP, il y a des pressions minimum et des pressions maximum. Si on fait trop de tours en dessous de cette pression minimum ou au-dessus de cette pression maximum, on a des très grosses pénalités. Je ne sais plus si c'est en termes de pénalités financières, en termes de place, de chrono pour les prochains Grands Prix, je ne sais plus. Mais là, ce qu'il a fait, Marc Marquez, c'est qu'il a vu que sa pression n'était pas bonne. Son pneu était trop bas, beaucoup trop bas. Donc il s'est dit, il faut que je fasse remonter mon pneu en pression. Donc pour ça, il a laissé passer son frère pour faire plus de 80% du Grand Prix en deuxième position, jusqu'à arriver aux 3 derniers tours où là, il se dit, allez, c'est bon. Ma pression, elle est bonne, je double et je gagne. Je sais plus si c'est pression basse ou pression trop haute qu'il avait sur le pneu. C'était pression trop basse. Ouais, bon, du coup, pression trop basse. Pression trop basse, le mec pose et puis il remonte. Non, franchement, c'est vrai que c'est pareil. Hein, j'ai été surpris quand j'ai regardé la course. Je me suis dit putain, pourquoi il s'arrête? Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Il a un problème technique. Ça y est, direct, c'est chez Ducati. Qu'est-ce que c'est que ce bon sang? Bon sang, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et ouais, non, franchement, il a géré. Il a géré la course, il a contrôlé son frère, il a contrôlé Bagnaia, il a contrôlé tout le monde, il a contrôlé les spectateurs, il a contrôlé les commentateurs. Tous on était assez stupéfaits par ce qu'il a proposé. Et il faut dire que même hein, quand on regardait, si franchement il y a des gens qui avaient des doutes, si vraiment il y avait des gens qui avaient des doutes sur le fait qu'il n'arrive pas à doubler son frère après pendant la course, son frère, il était à la dérive. Genre vraiment, c'était une plaquette de beurre, son frère. Hein. Ah, attends, c'était, il était là, il avait le cul qui partait comme ça à chaque fois, comme ça. Ça partait tout le temps en vrille pour lui. Et à un moment, je dirais même, il a fait une plus grosse erreur. Hein. C'est là que son frère, c'est là que Marc Marquez l'a doublé, hein, clairement. Il avait fait une plus grosse erreur. Donc non, ouais, c'est vrai que Marc Marquez, bah, je peux rien dire, hein, solide. On verra ce qu'il va donner sur le Grand Prix d'Argentine. Mais vu comme il est parti, il va tout péter. Hein. Pour l'instant, il va tout péter. Donc voilà, c'est vrai que ça fait aussi très plaisir. L'image de Marc Marquez et de son frère à la sprint et à la course. Waouh, c'était quand même aussi très beau à voir. Genre vraiment, il y a une superbe image, je pense qu'on va la mettre, où ils sont les deux dans les bras. Marc Marquez qui était avant chez Gresini, son frère qui est toujours chez Gresini, les deux frères qui font 1 et 2. Voilà, c'était vraiment vraiment très beau, très très beau à voir en tout cas. Donc c'était un GP quand même intéressant, hein. Peut-être pas très animé au niveau des dépassements, etc. Mais très intéressant à regarder et à analyser en tout cas pour ma part. Je pense qu'on va être pas loin de finir cette vidéo. On va peut-être est-ce qu'on fait juste un petit commentaire sur Jorge Martin peut-être. Attends un. Allez. Mais il n'était pas là. Il était où? Il n'était pas là. Ouais, il n'était pas là. C'est malheureux, mais à cause de sa chute à Sepang ou à Buriram, je me souviens plus. À cause de sa chute, il loupe le premier Grand Prix. C'est très très compliqué lorsqu'on loupe le premier Grand Prix. Et à cause d'une autre chute en super motard.
le lundi précédent la course, eh ben, il s'est fait d'autres fractures, le con. Et du coup, il va pas revenir pour le Grand Prix d'Argentine et il ne va peut-être pas revenir pour le Grand Prix d'Austin. Donc malheureusement, pour cette année, pour Martin, je pense que c'est cuit. Il ne pourra pas avoir le titre. Ouais, tu vois, c'est bête à dire, mais je fais un parallèle entre Martin et Marquez. Hein. C'est-à-dire, avec les chutes, il a, je crois, 6 ou 7 ou 8 fractures, un truc comme ça. Genre vraiment, mais c'est abusé le nombre de fractures qu'il a. Le mec, c'est devenu un Lego, quoi. Genre vraiment, il est en kit, quoi. Je suis désolé de dire ça, mais t'es champion du monde. Tu tombes aux essais. Ok, ça va, tu tombes aux essais, ça peut arriver, tu te fais un high side. Ok, tu te fais mal, très bien. Tu retournes, tu sais qu'il faut que tu fasses gaffe, tu sais qu'il faut que tu ailles tranquille. Je sais pas comment est-ce qu'il s'est cassé la figure hein, dans son la gueule, ouais, voilà, ou la figure. Je sais pas comment est-ce qu'il s'est cassé la binette là. J'aime bien la binette, c'est ce moment-là que je voulais te sortir, c'était la binette. Pendant son entraînement. Mais vas-y tranquille. Force pas, cherche pas à faire ça quoi. En plus, on attendait qu'une chose, c'était à voir ce qu'il allait donner sur la Aprilia. Alors là, pour l'instant, on peut voir que Bezzecchi qui peut faire des performances, enfin avoir un ressenti sur la Aprilia. Et je trouve ça trop dommage. Je trouve ça vraiment trop dommage pour Ray Martin parce que c'est un pilote, c'est un pilote, c'est un sacré pilote. Il a un talent fou aussi ce mec-là. Donc j'espère en tout cas que c'est rien de grave, hein, parce qu'on est là à le critiquer, mais j'espère que c'est rien de grave et qu'il va réussir à venir parce que j'aimerais bien quand même le voir sur le devant de la scène. Mais bon, bah, force est de croire que pour l'instant, ouais, va falloir faire ça en Martin et je pense que, bon, à part juste récupérer sur la saison 2025 des blessures qu'il va avoir, moi je m'attends juste à ça. À rien, on verra. Hein. C'est dommage parce qu'Aprilia, ils attendaient beaucoup de Martin, hein, de ses retours, etc., de comment est-ce qu'il pourrait arriver à faire évoluer la moto. Là, si c'est sur Bezzecchi, bah, va falloir voir ce que ça va donner, quoi. Bon, enfin bref. Je te laisse, vu que j'ai commencé la vidéo, je te laisse finaliser la vidéo, mon cher, et comme ça, on va se dire bientôt ciao. C'est dommage parce que je comptais laisser finir la vidéo parce que j'avais pas forcément d'inspiration. Non, réellement. Donc voilà, ça c'est un format nous que on fait vraiment en mode freestyle. On vous a fait un débrief de ce qui s'est passé ce week-end. On a essayé d'être un peu technique, mais pas trop, de vous expliquer comment fonctionne un Grand Prix, comment fonctionnent les écuries. Dans tous les cas, en plus de ce format-là, on fera des petites vidéos pour expliquer plus en détail comment fonctionnent des Grands Prix, comment fonctionne une moto, comment fonctionnent les pilotes, les pneus, etc. Exactement. Mais là, c'est vraiment ce qui était intéressant. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est ce côté freestyle. Rien n'était préparé. Alors oui, on a quelques notes, mais c'était freestyle et c'est comme ça qu'on veut le faire, je pense. Donc si t'as kiffé, tu t'abonnes, tu lâches un commentaire, ouais, c'est ça qu'on dit. Ouais. Tu mets un pouce bleu. Pouce bleu. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.